Bienvenue dans ce lieu magnifique. Donc, je me présente, je m'appelle Séné Weber et je suis le cofondateur du centre de yoga et cuisine végétarienne Nada, qui se trouve 28 rue Blanchard dans le 20e. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de venir pour vous expliquer un peu comment est-ce qu'on peut utiliser le miso. Donc on a une heure. Donc il y aura d'abord, je vais vous faire un petit briefing sur l'origine du miso, comment est-ce que c'est fabriqué, pourquoi, etc. et quelles sont les valeurs du miso en général. Donc le miso est un aliment qui est extrêmement ancien, qui est d'origine asiatique. Excusez-moi. D'abord, première chose, qui est-ce qui ne connaît pas du tout le miso? Vous n'avez jamais entendu parler du miso? Seulement le mot. Vous n'en avez jamais consommé? Donc, le miso est d'origine asiatique, sans doute chinoise, et il a été introduit au Japon au VIe siècle par des moines bouddhistes. Et donc il s'est développé au Japon, d'abord à la cour du Japon, et ensuite à partir du 15e, 16e siècle, c'est devenu une consommation générale pour toute la population japonaise. Donc à cette époque-là, toutes les familles fabriquaient leur propre miso. Mais c'est devenu très rapidement une institution, et à tel point que même les femmes qui voulaient se marier, elles ne pouvaient pas le faire si elles ne savaient pas préparer la soupe miso. Donc vous voyez, c'est une chose qui est depuis très très longtemps qui est rentrée dans les mœurs de la population japonaise et qui ensuite s'est répandue en Corée, etc. Et c'est venu en Occident avec le mouvement macrobiotique qui était généré par Oshawa dans les années 30, 20-30 déjà. Oshawa est venu en Europe à cette époque-là et c'est lui qui a amené en Europe et en Occident, maintenant en général, beaucoup de produits que vous consommez. Par exemple, avant les années 20-30, on ne connaissait pas du tout le tofu, on ne connaissait pas du tout donc, le miso, le tamari, tous ces ingrédients-là, on ne les connaissait pas du tout. Donc, le miso est devenu donc, quelque chose de très important dans la diététique macrobiotique et s'est étendu un peu partout. Donc je pense que vous connaissez peut-être les soupes miso qu'on sert dans les restaurants japonais lambda. Ça n'a rien à voir avec la véritable soupe miso, vraiment rien du tout. Le miso est un produit donc, végétal à base de soya. C'est très important de le savoir, c'est vraiment une préparation fermentée à base de soya. Donc le soya, comme vous le savez peut-être, c'est une légumineuse qui est extrêmement riche en protéines et donc qui est extrêmement utile pour des gens, notamment ici, maintenant en Occident, qui veulent diminuer ou même éliminer leur consommation de produits animaux. C'est très très important. Donc ce produit-là est très riche en protéines, comme je le disais, mais aussi il est très riche en enzymes, en différents micro-organismes. Assez fort. Alors, non, on peut l'utiliser pour une foultitude de choses. Donc, goûtez-le, vous verrez, c'est très salé, c'est un goût très fort. Il y a plusieurs sortes. Le blanc et tout ça, c'est pour ça. Il n'y a pas que celui-là. Non, il y a d'autres sortes de miso. Ça, c'est un miso de riz, simplement, qui a déjà un certain âge. Et donc, ces préparations de miso sont
comme je vous le disais, c'est un produit fermenté. Et donc au niveau du goût et de l'odeur, ça rappelle beaucoup les fromages, n'est-ce pas? Et donc c'est aussi, comme le fromage est un produit fermenté, on peut dire que c'est un peu l'équivalent du fromage chez nous. Donc si vous voulez, quand il est fabriqué, au début, c'est un miso qui est jeune. Il y a, par exemple entre 6 et 18 mois de fermentation. Ça représente un peu comme, évidemment, avec des laps de temps beaucoup plus courts, le fromage frais qu'on a chez nous. Et donc, au fur et à mesure que le temps passe et que la fermentation continue, son goût se modifie. Et le goût devient de plus en plus fort. Donc, exactement comme le fromage. Et donc, c'est ce que vous pouvez faire avec ce miso, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Vous pouvez l'utiliser dans beaucoup de recettes, voyez. Notamment, vous pouvez l'utiliser dans des soupes, comme ce que vous allez goûter là. Vous pouvez l'utiliser dans des tartinages, comme ça. Vous pouvez l'utiliser dans des vinaigrettes, pour des salades. Vous pouvez l'utiliser pour des desserts. Avec le miso doux, vous pouvez faire du caramel au miso. C'est du caramel salé. Très bon. Pardon, madame? Alors, ça dépend. Celui-ci, il est fabriqué en Angleterre. Il est, je vais y revenir tout à l'heure, au niveau de la fabrication, parce que c'est assez important aussi, cette question. Donc, vous pouvez donc, comme je disais, l'utiliser dans des sauces salades, vous pouvez l'utiliser dans des sauces, même si vous utilisez de la viande. Il y a beaucoup maintenant de grands chefs français ou américains qui l'utilisent dans leur plat. Ils utilisent le miso dans leur plat. Ce qui fait que ça donne à ces préparations, ça leur donne un goût qui est vraiment tout à fait particulier. Alors, j'en reviens à la fabrication du miso. Donc, comme je vous le disais, c'est une graine oléagineuse, et donc c'est fermenté avec une méthode qui est assez longue. Et depuis la dernière guerre, malheureusement, notamment au Japon et en Asie en général, le miso est fait d'une façon industrielle maintenant, ce qui fait que la fermentation, au lieu de se passer sur plusieurs mois, elle se passe sur une semaine ou 10 jours. Donc, à grand renfort, malheureusement, de produits chimiques et avec des méthodes qui sont très éloignées du miso traditionnel. Ce qui fait que c'est un produit qui est, je dirais, même nocif pour la santé. Alors que le miso, quand il est fait d'une façon traditionnelle, c'est un produit qui est spécialement bon pour tout ce qui est digestif, c'est-à-dire intestin, foie, vésicule biliaire, mais aussi pour même le système circulatoire. Donc c'est vraiment un produit qui est excellent pour la santé. Et on dit, et je pense qu'avec raison, que c'est à cause du miso qu'il y a tellement de centenaires au Japon depuis très longtemps. Et c'est une chose qui s'est tellement développée au fil des siècles que le miso au Japon a un surnom. Quand on traduit, c'est le tueur de médecins. Donc les Japonais traditionnels connaissent ce produit sous diverses formes, soit des soupes, soit autre chose, quelquefois plusieurs fois par jour. Vous voyez ? Donc voilà, est-ce que vous avez des questions au point où on en est là? Non, tout va bien. On trouve le naturel alors, dans Pardon? les magasins bio? Oui, on trouve ça dans les magasins bio. Et donc, comme justement, vous me faites penser à une chose, c'est que ce que je n'ai pas assez souligné, c'est que comme c'est un produit fermenté,
il faut vraiment qu'il soit non pasteurisé. C'est très très important. Si vous trouvez en magasin bio du miso, il y en a maintenant partout, regardez bien l'étiquette. Si c'est marqué pasteurisé, laissez tomber. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça vous donnera juste quelque chose qui sera un peu goûteux. Mais autrement, au niveau vraiment de la santé, et même du goût aussi, prenez seulement du pasteurisé. Ça, c'est très très important. Alors, oui. Le pasteurisé? Non pasteurisé. Mais est-ce qu'ils le marquent forcément? Oui, Pardon? ils sont obligés de marquer sur... Quelle marque Non, je veux dire à bio. Enfin, dans des magasins, est-ce qu'ils le marquent? Vraiment écrit non pasteurisé marqué? Ah oui, ils sont obligés de le mettre. Ils sont obligés de le mettre. Des fois, il faut bien chercher. Oui, oui. Parce que comme ils le pasteurisent en général, parce que pour des raisons financières, c'est beaucoup mieux de le pasteuriser, parce qu'au niveau du stockage, c'est bien plus facile. Ils essayent d'éviter, mais comme il y a une réglementation qui oblige à mettre pasteurisé ou non pasteurisé, il faut le mettre en tout petit, bien caché. Voilà, vous voyez? Donc en fait, comme je vous le disais, comme le miso est un produit, le miso traditionnel est un produit non pasteurisé, quand vous l'utilisez en cuisine, il faut faire très attention au niveau de la cuisson. Si vous l'utilisez, par exemple, comme là, vous allez goûter cette soupe que je vous ai faite, là, je pense qu'elle est assez chaude. Ça sert maintenant? Non, après. Après, vous avez encore assez. Alors, donc, oui. Donc, quand vous l'utilisez en cuisine, comme par exemple dans la soupe, vous préparez votre soupe, peu importe ce que vous faites comme soupe, hein, mais vous ajoutez le miso à la fin. Donc, en général, on estime qu'il ne faut pas monter à plus que 50 degrés. Donc, vous aurez quelque chose de très chaud, mais il ne faut pas monter en dessus. Parce qu'à ce moment-là, ça tue les enzymes, ça tue tous les micro-organismes qui sont extrêmement nombreux et qui sont très favorables à notre système digestif. Donc, par exemple, quand vous faites la Pardon? La limite, c'est quand ça bout. Non, quand ça bout, c'est trop tard. C'est trop tard. Moi, je crois que la limite, c'était bouillir ou pas bouillir. Non, il ne faut pas bouillir. Il ne faut pas bouillir le miso. Mais comment on sait qu'on est à 50 degrés? Il faudra un thermomètre. C'est à voir. Là, à mon avis, maintenant, c'est à peu près ça. Une fois qu'il est... Donc, si vous utilisez du miso et que vous le faites griller, vous le faites bouillir, vous le faites sur d'autres formes, et que ça dépasse la limite de température, le goût va rester tout à fait identique. Ça ne va pas du tout influencer le goût. Donc, dans la cuisine, notamment japonaise, on l'utilise si je puis dire, en le tuant. Mais oui, bien sûr, c'est pas grave, je veux dire, c'est pas parce que vous utilisez une fois du miso et qu'il a été trop cuit que vous allez mourir, vous voyez, c'est pas du tout ça. Simplement, le goût va être très bon, mais ça va avoir une peu d'influence sur votre transit, vous voyez. Donc, au sujet de la digestion et du miso, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce fameux livre qui est sorti il y a à peu près 6 mois, une année, qui s'appelle Le charme discret de l'intestin. Personne connaît ce livre? Bon, il a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires quand même, mais bon, c'est pas grave si vous ne le connaissez pas. C'est un livre qui a eu énormément de succès parce que justement, c'est une médecin qui a écrit ce livre et qui décrit justement tout ce qui se passe au niveau de l'intestin. Donc on a pris conscience tout à coup qu'au niveau de notre intestin, on a des milliards de bactéries, de milliards de micro-organismes qui travaillent sans arrêt, et on a aussi découvert qu'on a même des neurones. Donc il y a vraiment une corrélation entre le cerveau et les intestins. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont rendus compte de ça d'une façon intuitive. Moi j'en ai un, mais c'est pas celui-là, on a même dit que c'était presque le premier cerveau. Oui, c'est ça, exactement. Donc, mais ce n'est pas les mêmes neurones entre cerveau et donc ce que je veux dire par là, excusez-moi madame, si je peux continuer,
Donc ce que je veux dire par là, c'est que en fait, la façon dont vous allez cuisiner le miso, ça va vous amener beaucoup d'intérêt au niveau de nos micro-organismes dans l'intestin. Ça, c'est vraiment très très important. Donc ça a un impact très très fort sur la santé. Et donc, je vous conseille vraiment d'en prendre le plus souvent possible. Donc, on va vous faire goûter déjà la soupe. Alors ça, c'est une soupe que je vous ai faite un peu en avance, parce qu'on ne peut pas faire ici dans 1 heure de temps. C'est pas vraiment un cours de cuisine. C'est ce qu'on fera quand on fera le cours au mois de mars sur le miso. Oui. Donc là, on va vous faire goûter un petit peu de soupe. Donc ça, c'est une soupe qui est faite. La base, c'est du potimarron, du céleri rave et du miso. Ça, c'est la base. On a ajouté un peu de citron, un peu de gingembre frais, du jus de gingembre frais. Et on pourrait ajouter, par exemple, de la ciboulette, c'est très bien aussi. Voilà, donc vous allez goûter ça. Vous verrez que ça n'a rien à voir. Vous avez déjà goûté de la soupe miso dans un restaurant japonais? Non, par contre, moi je m'en fais souvent au store, mais je fais un bouillon de légumes bio, bien sûr, pour mon sel, je prends les cubes là, et puis après, je mets du miso, mais comme vous dites, une fois que hors, voilà, c'est ça. Je mets une petite cuillerée, voilà. Et puis je rajoute du chili. C'est ça. Et combien vous en mettez donc de sirop, si c'est dans votre soupe? Alors ça, c'est un peu... On n'est pas dans un cours de cuisine ici, donc je ne peux pas répondre à votre question. J'ai dû en mettre, pour cette quantité-là de soupe, j'ai dû en mettre, je pense, 3 ou 4 cuillères à soupe. Alors, pour utiliser le miso, que ça soit dans la soupe ou dans une vinaigrette ou dans autre chose, il faut d'abord le diluer. Donc vous pouvez prendre par exemple un bol, c'est ce que j'ai fait pour cette soupe. On prend une cuillerée de miso et on met un petit peu d'eau, on mélange avec un peu d'eau et on dilue, ce qui fait que ça fait une espèce de sauce qui est liquide, dont vous pouvez vous servir tout de suite dans la soupe. Maintenant, si vous l'utilisez dans une sauce, par exemple sur la salade, avec une sauce vinaigrette, vous pouvez utiliser ça, vous en mettez un petit peu, vous goûtez. Il faut essayer. Il faut essayer pour savoir quel est le goût qui vous intéresse vraiment. Voilà. Donc, comme je vous le disais, on peut utiliser ça sur de la salade, sur des céréales aussi. Vous pouvez très bien faire une sauce comme ça sur des pâtes en mélangeant avec ce qui vous intéresse comme légumes, par exemple une sauce tomate ou des choses comme ça. Vous pouvez très bien faire ça. C'est très très bon. Le miso se marie avec énormément de choses, notamment avec le citron, avec des choses comme ça. Et là, par exemple, je vous ai fait une petite préparation, juste pour vous donner un peu un exemple sur des choses que vous pouvez faire, par exemple, si vous recevez quelqu'un chez vous, ou même pour vous, si ça vous intéresse de tartiner quelque chose sur une tranche de pain ou sur une galette de riz. Ça, c'est de l'ail aux ours avec du miso. Voilà. Donc on l'a tartiné sur du pain. Voilà, vous pouvez vous servir. Je pourrais peut-être en tartiner. Je ne sais pas si vous avez très faim en fait. Oui, mais regarde, parce qu'il me connaît. Ah oui, c'est vrai que la tête a Ça donne un bon goût, je trouve. Pardon, madame? Je dis ça donne un bon goût. Oui, bien sûr. Oui. Du citron, vous dites qu'il y a un peu de citron. J'ai mis un peu de citron et du gingembre. Du gingembre. Ouais, c'est ça. Donc vous donnez des cours de cuisine, si je comprends. Voilà, c'est ça. Donc si vous voulez, vous avez déjà pris tout ça? Oui, je pense que vous avez déjà pris. D'accord.
Donc le chat, il ne bouge pas à la maison. Donc avec le chat, il part tout seul. En fait, je vous ai connu sur un salon, vous étiez au 104 à Paris. Oui, c'est ça. Et là, vous aviez fait déguster une sorte d'houmous. C'est ça? Ah, c'est là que ça m'a intéressé, j'ai pris vos coordonnées. Ouais, on peut utiliser le miso avec l'houmous, on peut l'utiliser avec énormément de choses. Donc, Et là, avec l'ail des ours, c'est que de l'ail des ours, ouais. avec du miso et un peu d'eau. Non. Si j'ai mis un tout petit peu d'eau. Oui, j'ai mis un tout petit peu d'eau. Parce que très souvent, le miso, il est une pâte qui est un peu compacte. Donc alors, pour en revenir au miso lui-même, ça par exemple, je vous disais qu'au début que c'est un miso de riz. Et pourquoi c'est un miso de riz? Alors, au tout début, je vous ai dit que le miso, la base, c'est du soya, n'est-ce pas? Et donc, au Japon, traditionnellement, on fait du miso de soya pur. Ça s'appelle acho miso. Donc ça, c'est un miso qui est très fort en goût et qui a été réservé pendant des siècles pour la noblesse. Donc c'est un miso qui est considéré un peu comme un trésor national au Japon. C'est vraiment quelque chose de très haut de gamme. Maintenant, à part ça, on fait depuis fort longtemps ce qu'on appelle du miso de riz ou du miso d'orge. Alors pourquoi est-ce qu'on fait du miso de riz et du miso d'orge? Donc ça n'a rien à voir avec c'est pas que du riz ou que de l'orge. C'est simplement à peu près 15% de riz en plus que du soya. Que ce soit de l'orge ou du riz, on met à peu près 15% de plus. Pourquoi on fait ça? C'est pour activer un peu la fermentation du miso. Donc en fait, quand ils fabriquent le miso, ils prennent par exemple une certaine quantité de riz, ils vont prendre cuire ça à la vapeur et ils vont le mélanger avec un champignon microscopique. Et ça va fermenter pendant à peu près 3 semaines. Et cette préparation va s'appeler koji. Koji de riz ou koji d'orge. Et à partir de là, quand on a ce koji-là, on mélange avec la base qui est du soya, on mélange ce koji au soya, qui aurait été préalablement aussi cuit à la vapeur. Donc il y a tout un travail à ce moment-là de mélange avec du sel. Il y a beaucoup de sel dans le miso. Je vais y revenir tout à l'heure sur le sel. Donc on mélange avec le koji, le sel et le soya. On met ça dans des barils de cèdre et on fait fermenter d'une façon très précise. Il y a beaucoup de choses à respecter au niveau de la propreté, etc., pour pas qu'il y ait des influences d'autres microbes qui viennent dans la préparation. Donc à ce moment-là, le miso se met vraiment à fermenter et très souvent on commence à utiliser le miso on peut utiliser après 6 mois de fermentation. On aura à ce moment-là ce qu'on appelle le miso jeune, et qui est un miso soit blanc, soit jaune ou beige à peu près, ça dépend un peu des fabrications. Et ça, c'est le miso, c'est un peu comme le fromage, c'est le plus doux. Vous voyez, c'est un peu comme le fromage frais aussi, qui n'a pas encore un goût de fromage extrêmement prononcé. Quand vous avez un miso jeune comme ça, on peut déjà l'utiliser. Donc on l'utilise à ce moment-là dans certaines préparations. Comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, on peut faire un caramel salé au miso. Ça, c'est excellent. Vous faites par exemple des poires pochées et vous versez dessus du caramel salé dessus. C'est excellent, très très bon. Et donc, on peut faire ça, par exemple. Ensuite, le miso qui est, on peut dire, jeune, il va continuer à fermenter. Donc, ça dépend un peu les fabricants ce qu'ils vont en faire. S'il y a une partie qu'ils vont vendre tout de suite, avec le miso jeune, et puis l'autre partie, ils vont la conserver. Et donc, elle continue à travailler. Donc, à ce moment-là, elle commence à changer de couleur. Et ça devient de plus en plus brun pour finir par presque noir.
Donc quand il a à peu près une année et demie, il est à peu près comme ça. Vous voyez? Et donc il devient aussi plus compact, le goût devient plus prononcé, vous l'avez goûté, vous avez vu que le goût est très fort. Surtout pour ceux qui ne connaissent pas du tout le miso, c'est un goût un peu surprenant quand même. Hein. Vous voulez le goûter, madame? Mais moi je connais le miso. Vous connaissez ça? Je connais, mais justement j'apprends beaucoup de choses, parce qu'en fait je savais que c'était fermenté, que la base c'était du soja. Et en fait moi de temps en temps j'achète un peu du miso, je mets juste de l'eau et je me fais comme ça une soupe miso. Là vous avez une soupe miso, vous voyez c'est déjà un peu différent. C'est très J'espère. différent. Ça n'a strictement rien à voir. C'est ce que je pense aussi. Mais c'est ce que le miso, c'est juste comme ça que j'ai employé. C'est ça. Celui qu'on trouve dans les magasins bio, donc on a le choix entre jeunes, comment on fait? Alors, c'est une bonne question parce que le miso jeune est quand même très recherché. Et en général, c'est assez difficile à trouver. Donc nous, on l'importait jusqu'à il y a une année, on l'importait de Hollande. C'est une petite équipe qui fabriquait du miso, parce que maintenant on le fabrique en Occident, le miso. Hein. Les Japonais, maintenant, bon, on a assimilé leur méthode, et il y en a certains qui le fabriquent parfaitement comme les Japonais. Donc cette équipe en Hollande le faisait tout à fait d'une façon parfaite. Et on avait du jeune, on avait du miso d'orge, on avait du miso de riz, c'était formidable. Et on ne sait pas pourquoi ils ont mis la clé sous la porte et ils ont fermé. Donc celui-ci, on est obligé de le faire venir d'Angleterre. Et c'est une excellente marque, L'extreme, c'est vraiment une très très bonne marque pour les produits biologiques. Il est non pasteurisé, etc. Tout est très bien. Vous en trouvez d'autres aussi maintenant. J'ai encore regardé ce matin dans des magasins de produits bio. Et si vous regardez bien, vous en trouverez un ou deux qui est non pasteurisé. On insiste là-dessus. Surtout non pasteurisé. Donc vous pourrez en trouver. Et à ce moment-là, vous allez trouver, pour répondre à votre question, vous allez en trouver du miso d'orge et du miso de riz, mais du miso jeune, c'est beaucoup plus difficile à trouver. Voilà, donc si vous voulez vous servir encore, hein, allez-y, parce que... Et celui-là, il est commercialisé. Pardon? C'est vous qui le... Ça, vous pouvez l'acheter parce que vous voyez, on le fait venir en assez grande quantité. Mais sinon, on le trouve. Ça, vous ne le trouvez pas à Paris. Ah, on le trouve Vous ne le trouvez pas à Paris. Vous trouvez d'autres marques, mais vous ne trouverez pas celui-ci à Paris. Donc il faut l'acheter chez vous. Voilà, vous pouvez l'acheter chez nous, ou autrement acheter une autre marque dans un magasin, c'est comme vous voulez. Voilà, c'est une question. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, donc, vous trouverez facilement du miso un peu plus âgé, qui a le goût, par exemple, que vous avez goûté là. Ça, c'est assez facile à trouver maintenant. Et à partir de là, vous faites beaucoup de choses au niveau de votre cuisine. Donc, par exemple, moi, une chose que j'aime bien faire et qui a assez de succès, c'est faire par exemple une vinaigrette qui sorte un peu des sentiers battus au niveau des vinaigrettes qu'on a habituellement. Donc vous faites une base de, par exemple, d'huile d'olive ou d'huile de sésame, vous mélangez avec... Prenez un peu les vinaigres que vous avez sous la main, mais si vous avez des vinaigres biologiques, c'est quand même mieux. Vous faites un vinaigre de cidre ou un vinaigre de vin. Moi, je mets toujours un petit peu plus de vinaigre d'umeboshi. Ça, je vous explique en gros ce que c'est dans un petit moment. Un petit peu d'umeboshi, un petit peu de citron. Je dilue à ce moment-là, je dilue un peu de miso dans de l'eau. Il faut que ça reste un petit peu, pas trop clair. Hein. Il faut que ça soit un peu comme, je dirais, un peu comme cette soupe, peut-être un petit peu plus épais encore. Vous voyez. Et d'ailleurs, si vous en voulez, on vous en sert. Hein, parce que, il y en a des tonnes. C'est super bon. Oui, c'est bon. Hein. Et donc, vous mélangez ça à vos vinaigrettes et mais allez-y progressivement. Parce que si vous n'avez pas l'habitude, vous allez peut-être en mettre trop au début, après c'est pas possible. Donc vous pouvez vous tester en mettant un peu de miso comme ça, et vous verrez que ça change énormément le goût.
ça change énormément le goût. Moi, ce que je fais souvent, parce que je suis un grand fan du miso et du gingembre, j'ajoute un petit peu de gingembre frais dans la vinaigrette. Très peu. Faites attention avec le gingembre aussi, suivant où vous l'achetez. Il peut être très fort ou beaucoup moins fort. Hein. Donc il faut aussi y aller tâtonner un peu. Voilà. Donc ce que je voulais aussi vous dire à propos de la fabrication, par exemple, d'une soupe miso, comme on fait là, il y a un élément aussi dont je n'ai pas parlé et que je veux souligner maintenant, c'est l'emploi des algues. Alors là, dans cette soupe miso, il y a des algues. Donc vous ne la sentez pas dans le goût, hein, parce qu'il n'y en a pas non plus des tonnes. Et pourquoi est-ce qu'on met des algues? Alors, les algues, elles sont très riches en beaucoup de choses. Notamment, il y a des protéines, mais il y a aussi beaucoup de minéraux, et beaucoup plus que dans le lait ou dans des produits comme ça. Donc, pour les gens qui veulent arrêter ou diminuer leur consommation de produits animaux, les algues, c'est, je dirais, indispensable. Parce qu'avec des algues, même en petite quantité comme ça, si vous prenez ça souvent, comme par exemple dans cette préparation, vous allez avoir un apport de minéraux extrêmement, je ne dirais pas fort, mais tout à fait suffisant pour nos besoins. Donc il y a énormément de calcium, il y a beaucoup de tous les minéraux qu'on trouve habituellement, mais dans les algues, il y en a vraiment beaucoup. Donc là, j'ai mis un peu d'algues, c'est des wakame. Vous le mettez en paillettes? Là, je les ai mis en paillettes, oui. C'est ça, je les ai mis en paillettes. Et donc, maintenant, on trouve des algues partout, hein, dans tous les magasins bio, on trouve ça, donc c'est très facile. Nous, on fait aussi des courtes cuisines sur les algues, parce qu'on peut utiliser les algues de façon très variée. Et on utilise les algues, je dirais, presque quotidiennement hein, dans la nourriture macrobiotique, c'est très fréquent. Pour autant que si vous diminuez ou vous supprimez complètement, ce qui est le cas pour des végétariens par exemple, qui suppriment complètement les produits animaux, s'ils n'ont pas un apport de minéraux suffisant, au bout d'un certain temps, ils ont des carences, notamment pour les enfants. Donc il faut faire très attention à ça, c'est-à-dire d'avoir un apport de minéraux. Et avec les algues, pour des gens qui sont uniquement végétariens, c'est indispensable. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions à me poser au point où on en est? Le miso jaune, c'est le miso blanc. Oui, C'est la même miso blanc. chose. Blanc, jaune, il a des Pardon? Parce que vous parlez du miso jaune, mais le miso jaune, c'est le miso blanc. Le miso jaune et le miso blanc, c'est pas Parce que j'ai mangé une fois dans un restaurant gastronomique japonais, ils m'ont préparé quelque chose de miso blanc. C'était absolument exquise. Là, j'ai demandé la recette. Et c'était tout con. C'était quoi comme recette? C'était juste une sorte de brochette de tofu avec une sauce miso blanc. Ouais, c'est tout. Ça. Ouais. Et moi, j'ai trouvé tellement exquise parce que je suis habituée au marron, enfin noir. Et c'est beaucoup plus doux. Le miso blanc, il est même un peu sucré au niveau du goût. Mais c'était trop bon. C'est pour ça que je vous répète qu'il y a beaucoup de sortes de goûts de miso suivant la longueur de fermentation qu'il a eu, mais même aussi au niveau de la préparation. Comme je vous le disais au tout début, dans le Japon ancien, toutes les familles faisaient leur miso eux-mêmes, et donc ils stockaient ça chez eux, etc. Et donc, évidemment, c'est un peu comme le vin chez nous, comme le fromage chez nous. C'est-à-dire que suivant les préparations qu'ils faisaient, le miso avait des goûts légèrement différents. Voyez. Donc, mais c'est vrai que le miso très jeune, mais malheureusement qui est assez difficile à trouver. Alors là, je ne sais pas quel miso il avait utilisé, la personne qui a fait ça. Vous le prix on peut restaurant, je on peut pense sans des bons doute trouver trucs. du miso jeune, mais qui n'est pas biologique. Vous voyez, ça aussi, Je c'est sais aussi pas. possible. Moi, je connais. C'était un restaurant japonais qui est par des japonais. Ah, ça justement, alors là, c'est là où il faut faire attention. Oui? Ah oui, dans les restaurants japonais, lambda, Non, c'était.
c'était un bon niveau. Alors là, c'est différent. Mais autrement, si vous allez dans les restaurants japonais, encore plus dans les restaurants chinois de niveau très moyen ou en dessous, moi je ne vais jamais de toute façon, parce que là, au niveau des produits chimiques, vous êtes vraiment gavé. Hein. Le glutamate, là. Voilà. Donc il faut faire vraiment, là je vous conseille de faire vraiment très attention avec tout ce qui est restauration asiatique du niveau bas. Par contre, en haut, oui, là, mais par contre, vous payez cher. Oui, si c'est vous êtes déjà allé dans des restaurants japonais haut de gamme, c'est très cher. Hein. Mais c'est très bon aussi. C'est vrai. C'est vrai, ils font une cuisine, quand elle est très bien faite, c'est une cuisine admirable. C'est sûr. Vous voyez, comme chez moi, j'aime beaucoup les restaurants asiatiques avec mes amis, mais il y en a un qui spécifie sans glutamate. C'est le seul qui met sans glutamate. Je suis sûre que tout le monde en met. Tout le monde les utilise. Il y a plus ou moins quoi, il y en a qui en mettent dans Mais eux, c'est sans glutamate qu'ils le spécifient. Voilà, d'autres questions peut-être, non? La conservation. Alors la conservation, c'est une bonne question aussi. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, quand le miso est fermenté, au bout de 6 mois, il devient un miso consommable et c'est un miso jeune. Donc il a cette couleur blanchâtre, jaunâtre, il tire un peu sur le beige. Donc là, si vous pouvez l'utiliser et le mettre au frigo. À ce moment-là, au frigo, ça va ralentir un peu la progression de la fermentation. Parce que comme il est non pasteurisé, il continue à travailler. C'est normal, c'est ce qu'il faut. Donc si vous le mettez au frigo, ça va un peu diminuer, donc il va rester plus jeune, plus longtemps. Ce que tout le monde veut d'ailleurs. Et donc il va rester un peu plus jeune, mais il va quand même continuer à fermenter. Donc à un moment donné, il sera beige foncé, etc. Et le miso que vous pouvez garder, disons, 2 ans ou 3 ans, où il aura un goût très fort, mais il sera toujours consommable et il sera toujours favorable à votre santé. Moi, je me rappelle qu'au tout début, moi j'ai commencé à utiliser du miso en 70. Donc à cette époque-là, j'habitais encore en Suisse et il y avait des Japonais qui venaient nous voir parce qu'on les faisait venir pour faire des conférences sur la macrobiotique, etc. Donc on les invitait à manger chez nous. On disait, bon, les Japonais qui viennent, on va leur faire une soupe miso. Alors on leur faisait une soupe miso avec du miso qui était assez âgé, peut-être 2 ans, 3 ans ou plus. Et nous, on trouvait ça très bon. Et je me rappelle qu'il y en a un Japonais qu'on avait invité, et qui travaillait d'ailleurs, qui a finalement travaillé chez Lima plus tard, il m'a dit en aparté, certains, il m'a dit, c'était très bon, vraiment très bien. Mais le miso que vous utilisez, en général au Japon, ce miso-là, on l'utilise dans la famille. Ce qui veut dire qu'on ne le fait pas pour les invités ou Oui, dans parce un qu'il était restaurant. trop fort. Il était trop fort donc il l'utilise évidemment parce que c'était surtout traditionnellement, on ne jetait rien. Mais donc on utilise du miso pour des invités, du miso plus jeunes. Mais sinon, il peut rester hors frigo. Et ça ne Oui, pas. mais c'est fois qu'on l'a laissé ouvert. au frigo, tout à fait. Et à ce moment-là, il va fermenter, disons, à son rythme normal, et dans 6 mois, vous aurez un goût différent. Voilà. C'est tout à l'heure, tu as dit que le miso jeune, c'était difficile d'en trouver, mais en France, on a des producteurs maintenant de miso. En général, c'est plutôt du miso jeune. Donc, on peut l'acheter et après le conserver. Ouais, c'est assez difficile de les avoir. Des fois, ils sont en rupture de stock. J'en ai acheté Mais vous pouvez commander sur Internet. Alors, il le faisait lui-même, c'était à ID Japon. Pardon, Un salon à qui qui a lieu ID Japon. C'est Passage Choiseul à Paris. C'est a lieu 2 fois par an. C'est japonais. Il y a il y a des ateliers, il y a plein de. Et ils vendent aussi comme ça. Ils vous servent au poids du miso qu'ils font. ID Japon. C'est un salon. C'est quoi comme miso? Il est non pasteurisé. Parce qu'il y a aussi tout le problème des OGM.
sur le soya. Si ils utilisent du miso OGM, Oui, c'est important qu'il soit bio. Là, c'est marqué qu'il soit bio. organique. Il faut qu'il soit bio, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la fermentation. Après, ils sont obligés de mettre d'autres produits. Mais comme c'est un salon sur le Japon, Mais en France, c'est des producteurs qui font bio. ça ne veut rien dire. Oh non, non, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'ils représentent le Japon qu'ils vont utiliser de produits chimiques. Ça, Oui, mais il y a tout sur le Japon. Hein. Il y a aussi bien de l'artisanat que de tout. Non, enfin, ils ne sont pas Je sais forcément c'est bio, un quoi. beau C'est salon, ça. Bah, écoutez, de toute façon, moi, comme je ne les connais pas, je ne vais pas me prononcer. Oui, là-dessus, oui, 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 c'est sûr. Et Excusez-moi. Oui, Allez-y. allez-y. Celui-là qui a donc beaucoup fermenté, Ouais. on peut le garder combien? Ah, celui-là, vous pouvez le garder 10 ans, madame. Ouais, après, il va devenir encore Une plus fois mûr. que j'ouvre le bocal, je mets au frigo, rien du tout. Oui, oui, vous l'utilisez, vous le mettez au frigo, vous Ah, je pouvez le mets au garder. frigo. D'accord. Oui, mais si vous ne voulez pas le mettre au frigo, ne Je le le mettez mets pas au pas. frigo, mais D'accord. il va fermenter plus vite Oui, d'accord. et son goût va Va être augmenter. plus fort. Oui, Voilà. bien sûr. D'accord. Après, parfois en été, quand on ne garde pas au frigo, il y a un petit peu de moisissure blanche qui C'est apparaît. ça. Donc il faut juste la retirer. Il faut juste Ah, enlever ouais, ça. retirer. Ça peut Parce que arriver qu'il y ait un peu, si vous ne fermente, l'utilisez pas pendant longtemps, il y a une petite couche de blanc et vous l'enlevez. Voilà. Ouais, la question c'était que quand j'étais au Japon, et j'étais avec des étudiantes, le matin ils se font la soupe miso. Oui, bien sûr. Et là, mon truc, je sais pas si c'est correct. Après, moi j'ai pris la même habitude de prendre le miso dans un petit verre et le début. Après, mis la bouilloire d'eau chaude, comme le thé, il attend. Et après, le verre, c'est le bois comme ça. Est-ce Voilà. que c'est. Alors, c'est bon? si vous voulez, c'est un peu la méthode, Étudiante. je dirais, basique d'utiliser du miso. Hein, Ouais. parce que je dirais que dans la cuisine orientale et japonaise en particulier, il y a toujours une recherche d'équilibre dans ce qu'on mange. Et donc, ça c'est ce que vous connaissez tous, sans doute, c'est rattaché au principe du yin et du yang. Et donc, si vous voulez, dans la cuisine japonaise, ce produit-là, il est plutôt du côté des produits yang. Donc pour l'équilibrer, il faudra avoir quand même un apport de produits yin, comme par exemple des légumes. Donc c'est pour ça que très souvent on utilise la soupe miso avec d'autres choses, des champignons, d'autres choses. Par exemple comme là-dedans, c'est équilibré parce qu'il y a du potimarron, il y a d'autres choses, il y a du miso. Voilà, on essaye d'équilibrer les choses. Hein. On n'arrive jamais parfaitement à l'équilibre, mais au moins c'est ça. Tandis que si vous prenez du miso comme vous l'avez fait, et vous, par exemple, vous le prenez régulièrement, au bout d'un moment, vous allez vous sentir peut-être un petit peu tendu, un peu, et puis vous avez peut-être souvent soif ou des choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de sel dans le miso. C'est ce qui fait aussi qu'il reste plus ou moins stable, c'est avec le sel. Donc, ce que je voulais dire aussi à propos du sel, je crois que vous en avez parlé tout à l'heure, c'est que quand ils le fabriquent, il y a quand même, nous on a suivi des stages de fabrication de miso, donc on les a vus mettre le sel. Ça faisait beaucoup de sel, hein. Tout le monde est au courant quand même. Le sel, c'est pas. Vous savez, si vous arrivez, parce que vous n'y arriverez pas, si vous arrivez à manger 100 grammes de sel d'un seul coup, vous mourrez. Vous n'arriverez jamais à prendre 100 grammes de sel parce que vous allez le vomir, ce sera impossible. Mais si vous arrivez, vous mourrez. C'est aussi simple que ça. Vous voyez ? Donc, il faut faire attention au sel. Et ça, maintenant, tout le monde le sait. Donc, quand on les voyait fabriquer le miso, on voyait qu'ils mettaient beaucoup de sel. Pourquoi ils mettent autant de sel? C'est pour, comme je vous le disais tout à l'heure, pour stabiliser quand même la fermentation. Autrement, ça part dans tous les sens. Donc, ils mettent beaucoup de sel. Donc, quand moi, par exemple, dans cette soupe, j'ai fait cette soupe, j'ai jamais ajouté de sel. Jamais. J'ai mis le miso comme étant du sel. Vous voyez? Et donc, à ce moment-là, vous goûtez aussi. Si vous en mettez trop, vous allez... si cette soupe-là, il y avait trop de miso, au bout d'une demi-heure, une heure, vous avez soif, c'est sûr. Même peut-être même avant. Vous aurez soif. Donc il faut faire attention avec le sel et notamment avec le miso. Donc quand vous faites une préparation à base de miso, ne commencez pas par mettre du sel.
Parce que vous savez que vous allez mettre du miso soit à la fin ou soit pendant. Donc on doit faire attention à sa consommation de sel dans la journée. Si C'est on ça. prend, C'est ça. il faut réduire. Bon, la question du sel, hein, c'est une question qui remue tout le monde depuis maintenant des décennies et des décennies. Franchement, si on est plus ou moins en bonne santé, si on prend trop de sel, il y a une chose qui se passe tout de suite, c'est qu'on a soif. Hein, le corps, il réagit, il donne cette sensation de soif, et donc vous commencez à boire. Pourquoi? Pour éliminer le sel à travers les reins, que ça passe comme ça. Donc, si vous avez très souvent soif parce qu'après avoir mangé, c'est que vous aviez trop de sel. Et donc, faites attention à ça, essayez de baisser le sel si vous pouvez. Parce que c'est pas... Mais par contre, si vous éliminez complètement le sel, ou même si vous n'en prenez pas assez, ça a des effets pervers aussi. C'est-à-dire qu'au niveau infectieux, vous allez être beaucoup plus sensible. Il faut que votre sang ait un taux de sel qui soit à peu près égal à la mer. Vous voyez? Donc, c'est très difficile, on est tout le temps comme ça. Hein? Parce que souvent, si vous commencez à boire, par exemple, 2-3 bières dans la journée, l'excès de liquide va faire que vous allez éliminer votre sel et vous n'aurez pas assez de sel. Donc peut-être vous serez attiré si votre corps réagit bien et que vous n'êtes pas trop dans votre intellect et que vous sentez vraiment comment votre corps réagit. Vous allez être attiré par, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, de la charcuterie bien salée ou des choses comme ça, vous voyez, parce que vous sentez qu'il manque du sel. C'est un peu ça, hein, notre organisme, sans arrêt, il envoie des signaux. Hein. Donc c'est une chose importante et dans la macrobiotique, on fait très attention à ce facteur-là, d'avoir le corps qui répond et qui envoie des signaux. Et que nous, on n'interprète pas comme des signaux bizarres ou des choses comme ça. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai écouté un conférencier qui faisait un atelier sur la fermentation et qui disait il faut que vous écoutiez votre corps. C'est en écoutant votre corps que vous aurez oui, d'accord. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même souvent, je ne sais pas, par exemple, si vous mangez une part de gâteau très sucré, et peut-être une deuxième part de gâteau très sucré, et pourquoi pas une troisième. Mais là, votre corps, qu'est-ce qu'il dit? Il dit certainement quelque chose, mais ce qui surpasse ce que dit le corps, C'est qu'on continue à manger une part de gâteau. voilà. Et ça, c'est ici que ça se passe. Donc, vous voyez, c'est... En fait, je pense qu'il faut écouter son corps quand on mange des aliments sains. Quand on ne mange pas de sucre, pas de produits laitiers, pas trop de viande, de produits industriels. Mais c'est vrai que dès qu'on prend des produits industriels, par contre, pareil, il ne faut plus écouter son corps parce que sinon ça n'arrête plus, c'est addictif. Ça, c'est vrai. Il y a beaucoup d'effets pervers dans la nourriture industrielle, ce qui est très à ça. Mais de l'autre côté, on est tous à peu près les mêmes, c'est-à-dire qu'on a tous un ego qui s'est développé depuis notre tendre enfance et qui, lui, nous pousse à avoir des émotions, à avoir des choses de plus en plus, des choses comme ça. Donc il y a tout le côté psychologique de l'être humain qui est parfaitement imbriqué avec le côté organique, si je puis dire, de l'être humain. Donc est-ce que c'est les bons signaux ou les mauvais signaux? Tout ça, ça fait partie de notre problématique. Vous avez encore des questions peut-être? Non, tout va bien. Bon, En fait, le écoutez, miso, oui. on peut le mettre, j'allais dire, à toutes les sauces. Absolument, et surtout dans les sauces. C'est Alors ça, on c'est- peut l'utiliser encore une fois, puisqu'on reparle de ça, on peut l'utiliser aussi comme conservateur. C'est un très bon conservateur. Vous pouvez par exemple faire des pickles de miso, dans le miso. Vous
prenez une préparation de miso, vous diluez un peu parce qu'autrement c'est trop peu. Oui. Et puis vous mettez par exemple des légumes dedans, des bouts de carottes, des choses comme ça, vous faites ça, et vous laissez pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et ça va commencer à fermenter. Et les légumes vont devenir lacto-fermentés. Exactement comme des autres pickles, comme de la choucroute ou autre chose. Voilà. Donc ça, vous pouvez l'utiliser. Encore une fois, vous pouvez l'utiliser dans énormément de choses. Hein. Nous, on l'utilise aussi, par exemple, si vous avez du tofu. Maintenant, on trouve du tofu partout, c'est formidable. Dans les années 70, il fallait tout faire soi-même. Donc maintenant, on trouve du tofu partout. Vous prenez des blocs de tofu, vous les pressez un peu entre des linges pour expurger l'eau, et vous les coupez comme ça, comme une tranche de steak, hein, à peu près cette épaisseur-là, un petit carré. Vous tartinez ça avec un mélange de miso et de moutarde, très bon miso-moutarde, très bon. Miso-moutarde, vous tartinez ça et vous pouvez le laisser comme ça, soit vous l'utilisez tout de suite, soit vous pouvez le laisser pendant 1 heure par exemple. Donc, le tofu, il est formidable pour ça parce qu'il n'a aucun goût et donc il adore absorber le goût des... Donc ça absorbe quand même un peu et après vous pouvez le passer à la poêle. Alors là, dans ce cas-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le cas typique où le miso va être tué. Hein. Mais au niveau du condiment, non, ça sera très très bon. Donc, n'hésitez pas à utiliser du miso, même si vous allez pas mourir. Hein. C'est pas parce que vous utilisez du miso et que vous allez le brûler qu'il est mauvais. Il passe simplement dans le stade condiment à ce moment-là. Vous voyez? Vous pouvez faire des préparations comme ça. Il y a beaucoup de choses comme ça à faire. Voilà. Donc, encore une fois, je vous recommande de suivre nos cours sur le miso et aussi des cours sur les algues. Oui, oui, on est à Paris. Voilà. Moi, je mange pas mal, là, je mange pas mal. Je cuisine pas, Tu peux bien. je prends du tartare d'algues. Voilà, ça, c'est formidable, le tartare d'algues. On trouve une multitude de choses comme ça, c'est formidable. C'est formidable, tartare d'algues. Vous savez Des recettes formidables à faire. C'est pas très compliqué à faire, vous pouvez en faire. Ce qu'il y a de bien avec ces préparations avec le miso, comme par exemple cette soupe-là, si vous la mettez au frigo, vous allez pouvoir l'utiliser encore pendant 4-5 jours. Alors, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Quand si vous faites une préparation à base de miso, comme par exemple de la soupe, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très très bien, que ce soit en été ou en hiver. Vous, là, vous en faites beaucoup et vous mettez ça au frigo. Vous l'avez, quand vous rentrez le soir, comme on sait bien maintenant, qu'est-ce qu'on va manger, on n'a pas le temps de cuisiner, c'est un peu tard, hop, un peu de soupe miso, mangez ça avec une tranche de pain ou un reste de riz ou des choses comme ça, ça sera parfait. C'est parfait, vous voyez, vous avez tout ce qu'il vous faut. En fait, ma dernière question, excusez-moi, en fait, le miso, moi j'utilise un peu, mais pas le clair, le foncé, j'achète un peu au marché bio. En fait, il se délaie avec tout ce que l'on veut, on peut le délayer aussi bien. Donc, avec de l'eau. De temps en temps, je rentre de l'eau chaude et puis hop, ça me fait une soupe. Tout à fait. Mais on peut le délayer avec n'importe quoi. Oui, tout à fait. Avec de donc vous avez dit avec les vinairettes. Des laits végétaux. Je ne sais pas, j'ai jamais essayé avec le Ricard, mais peut-être. Oui, non, je pensais ni au Ricard, ni au lait. Donc, mais en tout cas, avec les laits végétaux, tout ça, vous pouvez faire. Tout à fait. Et là, monsieur, les pots que vous avez là, vous les vendez? Des laits végétaux? Bien sûr. oui. Ah oui? Bien sûr. Oui, Si vous voulez. c'est pour ça. Vous pouvez le faire avec du lait végétal et puis ensuite vous l'utilisez dans une autre préparation. Peut-être le boire comme ça, il faut essayer. Je ne suis pas sûr, mais je suis pas sûr que c'est peut-être très bon aussi. Moi, j'ai jamais essayé, mais avec du lait végétal, pourquoi pas. Ce qu'on fait beaucoup aussi, ce que vous pouvez aussi beaucoup faire, c'est maintenant on trouve des petits packs de sauce de soya. Oui. Pardon. La crème de soya. La crème de soya. Alors, juste une petite parenthèse sur les crèmes de soya. Moi, je l'utilise beaucoup en cuisine et depuis des années. Et puis maintenant, on se rend compte que tous les fabricants rajoutent du sucre dedans. C'est une catastrophe. Il n'y a plus qu'une marque qui est sans sucre ajouté.
Et c'est quand on n'aime pas rajouter du sucre dans sa cuisine, c'est un peu dommage. Mais vous en trouvez. Donc, mélanger du miso et de la crème de soya, c'est formidable. Ça vous fait une base de sauce, que ça soit cru ou après vous pouvez la chauffer, la cuire. C'est formidable la crème de soya. Beaucoup de choses à faire. Et on arrive à la délayer, oui. Voilà, vous délayez même, vous pouvez me délayer dans la crème de soya, parce qu'elle est souvent assez aqueuse, comme ça, donc ça suffit. Vous mettez une petite cuillère, vous servez, vous mettez d'autres produits dedans, vous pouvez mettre un petit peu de vinaigre ou autre chose. Oui, parce que je pense à ça, parce que dans les apéritifs, faire des petits légumes et tout ça, et comme sauce, Tout à fait. c'est ça, c'est dans ça. Au Japon, ils font beaucoup ça, ils préparent des salades avec différents légumes comme salade, et puis vous rajoutez votre sauce par-dessus, simplement. Les céréales, c'est la même chose. Vous avez vos petites sauces, comme ce qu'on vient de dire, avec une crème de soya, vous rajoutez sur vos céréales, c'est parfait. Et ces crèmes de soya, par exemple, que vous avez préparé du miso, vous avez peut-être mis quelque chose de plus dedans, hop, vous la mettez au frigo avec un petit film dessus, et ça, vous gardez ça pendant une semaine, sans problème. Voyez. Et on la trouve facilement, la crème de soya. Ah oui, voilà, la crème de soya, vous la trouvez très facilement. Oui. Moi, j'en mets dans la soupe à la place de la crème fraîche. Je Voilà, mets de la crème de c'est soja. exactement ça. Vous pouvez mettre là-dedans, vous pouvez rajouter de la crème de soya aussi. C'est très facile. Est-ce que vous vendez les pots, là? Pardon? Les pots, là, vous les vendez? Oui, on les vend. Je veux bien. C'est 14 le pot. 14 € le pot. Alors il y a du miso d'orge et du miso de riz, il y a les deux. Et la différence importante entre le miso d'orge et de riz, Bon, c'est si vous voulez, c'est un peu médicinalement parlant, le miso d'orge, il est meilleur pour tout ce qui est estomac, rate pancréas. Le miso de riz, c'est un peu mieux pour les intestins grêles. Mais de toute façon, les deux sont excellents pour tout ce qui est intestinal. Et le plus courant, c'est l'orge ou le riz? Le plus courant. Le plus courant, je dirais, c'est plutôt le riz, en tout cas au Japon. Ouais. Parce Moi, qu'ici, moi, c'était le riz aussi. oui, c'est ça. Alors, l'intérêt avec le miso de riz, c'est qu'il est sans gluten, vous voyez. Tandis que dans l'orge, il y a un peu de gluten. Ah oui. Alors, pour ceux qui veulent manger sans gluten, prenez plutôt du riz. Ou alors du hacho miso, qui est pur soya. Voilà. Ben, merci beaucoup pour votre présence et aussi d'être venu aussi. C'est lieu atypique. Il reste des tartines, hein, si vous Oui, voulez. servez-vous, hein, on ne va pas remporter ça si vous voulez. Je me sacrifie, moi. Oui, on a du riz et de l'orge là. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est du riz ou de l'orge, madame?